Voilà. Je vous laisse le temps de vous installer tranquillement, le temps que les dernières personnes arrivent. Ça. Ok, ça fait plaisir de voir tout ce petit monde. Ok. Alors, vous pouvez vous installer confortablement, avoir éventuellement de quoi vous hydrater à portée de main. Si vous avez envie éventuellement de prendre des notes, après, voilà, le replay va être enregistré, donc vous y aurez accès. Sachant qu'il va y avoir un support de présentation. C'est pour ça que j'ai changé de technique, parce que en fait sur YouTube, j'ai pas réussi à trouver comment j'allais pouvoir vous montrer mon support, donc je suis revenue à YouTube. Ok. Alors pour commencer la soirée, qui va être la première d'une série de 5 soirées toute la semaine ensemble, je vais vous inviter à vous déposer pour pouvoir bénéficier au mieux du partage de ce soir. Laissez un petit peu de côté votre journée. Voilà, donc fermez les yeux un instant. Moi, je les conserve ouverts pour accueillir les personnes qui rentrent au fur et à mesure dans la salle, mais vous pouvez fermer les yeux. Et puis simplement observez votre respiration. Observez comment vous vous sentez maintenant dans votre corps. Sentir l'air qui rentre dans vos narines et qui ressort. Observez les va-et-vient de la respiration dans le ventre. Et simplement, voilà, vous placer dans une posture d'observateur sans juger, sans chercher à modifier. Observez l'agitation éventuelle, les pensées qui vont et qui viennent. Et puis simplement de recevoir ce soir et tous les autres soirs les informations et l'énergie dont vous avez besoin qui va vous permettre de manifester une vie alignée avec vos valeurs, avec vos élans, avec votre cœur. Et puis, dans cet espace de tranquillité, vous sentez votre corps qui se dépose de plus en plus et votre mental qui s'apaise petit à petit. Simplement vous posez la question: quelle place j'ai envie de prendre dans cette nouvelle réalité? Comment est-ce qu'elle résonne, cette nouvelle réalité à l'intérieur de moi? Simplement voir ce qui vous vient pendant quelques instants. Quel goût elle a? Est-ce qu'il y a des images, des sensations? Comment vibre cette nouvelle réalité à l'intérieur de moi? Comment est-ce qu'elle a envie de fleurir
dans tous les espaces de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans mon quotidien. Et accueillir tout ce qui est là maintenant. Accueillir avec joie tout ce que mon inconscient nourrit à l'intérieur de moi. Et puis, tout doucement, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez, expirer par la bouche et tout doucement revenir dans l'espace, ici et maintenant. Ok. Voilà, c'est important pour moi de vous faire prendre ce temps pour recevoir du mieux possible tout ce qu'on va partager ensemble ce soir. Chaque soirée va être découpée un petit peu différemment à chaque fois. Ce soir, je vais vous partager pas mal de choses, de théories, parce que voilà, ce premier jour, j'avais envie de le dédier à comment, selon moi, se manifeste ce nouveau paradigme, cette nouvelle conscience dans laquelle on est en train d'émerger. Et à la fin, éventuellement, il y aura peut-être un temps de questions-réponses. Le deuxième jour, je pense que ça va être beaucoup plus proactif de votre côté. Vous aurez des questions à vous poser, etc. Donc vous verrez que chaque soir est différent. Et je l'ai vraiment pensé pour que ça puisse créer comme un voyage sur lequel je vous emmène pendant toutes ces soirées. Sachant que pas de stress, j'ai déjà eu la question si certaines personnes sont pas disponibles certains soirs, vous aurez les replays, donc il n'y a pas de problème. Voilà, alors je vous ai emmené sur Zoom pour pouvoir vous diffuser mon support. Donc, je vais voir pour vous partager ça. Hop. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, c'est bon. Donc, normalement, vous devez voir le support et vous devez voir ma petite tête toujours à côté. C'est bien ça? Ok. Super. Alors, je vais juste... Parfait, super. Donc après, ça dépend si vous êtes sur votre ordinateur ou un téléphone. Peut-être que si vous êtes sur des ordinateurs, ou des tablettes ou des téléphones, peut-être que vous voyez juste le support. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez voir le support et m'entendre. Donc, je vais juste fermer la fenêtre du chat parce que sinon, j'ai trop d'informations. Et normalement, j'ai pas d'autres personnes qui sont en train de rentrer. C'est parfait. Ok. Alors, donc ce soir, cette première soirée qui nous est offerte ensemble, c'est de comprendre ce nouveau paradigme et les changements pour notre humanité. Pourquoi déjà j'ai voulu créer ces 5 jours ensemble? Parce que pour moi, il est important de comprendre déjà comment on peut manifester sa vie en accord avec le vivant. On voit beaucoup de choses autour de la manifestation, c'est devenu un peu un phénomène à la mode. Auquel moi je me suis passionnée et intéressée déjà il y a un bon moment. Et je trouvais que parfois il y avait un côté un peu déconnecté de notre réalité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux manifester des choses extraordinaires, comment est-ce que je manifeste une super maison, des super voyages, mais on a tendance à oublier que pour manifester de façon vraiment alignée et en accord avec ce qui est en train de se passer, c'est important de le faire en accord avec le vivant. Et quand je dis le vivant, ça passe par les autres êtres autour de nous, ça passe par la nature, ça passe par les communautés, etc. J'ai aussi envie
de faire ces 5 jours avec vous parce que j'ai à cœur de participer à l'émergence de la conscience qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, dont je vais vous parler aussi tout à l'heure. Avec cette conscience qu'on est en train de créer un nouveau monde, hein. On n'est plus en train de l'attendre, ce nouveau monde, on est vraiment en train de le créer tous ensemble. Et parce que j'ai à cœur aussi de transmettre tout ce que j'ai compris ces dernières années. J'ai pas mal cheminé entre différentes formations que j'ai faites, des maîtres que j'ai eus qui m'ont transmis des choses, des retraites que j'ai faites, pas mal de voyages, tout ce que j'ai pu comprendre et ce qui m'a permis de créer tout ce que je vis aujourd'hui. Et puis tous ces concepts, c'est surtout que c'est mon fil rouge en fait depuis des années qui m'ont permis de créer une vie sereine et alignée avec mes valeurs. Donc je ne sais pas si tout le monde me connaît dans les personnes qui sont là ce soir, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui adore rêver, adore créer plein de choses. Et, et au début, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'ai commencé à faire de la communication avec une vie assez classique, entre guillemets. J'habitais à Paris, j'avais un CDI, voilà, j'étais plutôt pas mal. Je gagnais assez bien ma vie. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pleinement nourri à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai eu un souci de santé qui a fait que tout a été bouleversé. Je me suis mise à entrer en quête de sens, de pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que tout ça, ça m'arrive. Et puis donc, après, vous savez un peu ce qui se passe quand on ouvre une porte, il y en a 150 derrière. Donc, j'ai découvert les pratiques chamaniques, j'ai découvert la naturopathie où je me suis inscrite au début. J'ai découvert plein de choses qui font que euh, ça m'a menée là où je suis aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. Donc je vais pas forcément faire le détail de comment j'en suis arrivée là aujourd'hui ce soir, mais ça va faire partie parfois de mes partages et des exemples qu'il y aura. Alors j'ai un PowerPoint parce que je suis ascendant Capricorne et j'aime bien quand les choses sont structurées et ça m'évite de partir dans tous les sens quand je suis en intervention. Donc voilà, je pense que c'est aussi agréable pour vous, comme ça vous avez un visuel sous les yeux, ça vous permet de suivre ce que je dis. Donc du coup, au programme de ces 5 jours, ce soir, on va voir comment comprendre le nouveau paradigme et les changements pour notre humanité. Donc ça, c'est ce que je vous ai annoncé juste avant. Demain, on va regarder comment on peut observer avec humilité et intégrité nos modes de fonctionnement. Donc là, on va aller aborder tout ce qui est de l'ordre de comment est-ce qu'on peut observer nos croyances, comment on peut observer nos ombres, comment est-ce qu'on comprend comment on réagit émotionnellement et psychiquement. Donc ça va être très intéressant. Vous allez avoir des questions à vous poser pour voir comment vous fonctionnez. Vous allez aussi voir mercredi comment les lois universelles elles nous permettent de co-créer avec la vie. Donc là, il y a toutes les lois du karma, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une des plus connues, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Je vais vous en présenter 12, si je dis pas de bêtises, mercredi. Jeudi, on va parler de comment retrouver nos pouvoirs magiques et notre responsabilité, parce qu'on voit bien que avec tout ce qu'on est en train de créer en ce moment, tout ce qui se passe, et puis moi qui vais aussi vous emmener sur le terrain de la manifestation, ça passe par comment est-ce que je me responsabilise, comment est-ce que j'arrive à prendre ce qui m'appartient et à laisser à l'extérieur ce qui ne m'appartient pas. Et ça a vraiment été quelque chose de hyper important pour moi sur mon chemin. Et vendredi, on ira voir un petit peu comment fonctionne justement la manifestation que j'ai appelée sacrée, parce qu'il y a plein de manifestations qui existent. Mais celle que je partage, en tout cas, c'est une manifestation qui est connectée avec vraiment la connexion à notre être supérieur, à notre être divin, et pas que ça parte de notre ego, de notre volonté, mais vraiment de quelque chose de plus subtil. Donc j'espère que ça vous plaît, parce qu'il va y avoir un programme assez sympathique toute la semaine. Alors j'ai voulu commencer ce soir avec cette citation de André Malraux, qui est assez connue, hein, ça fait un moment, qui est le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et c'est vraiment à l'image de ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
Donc vous allez voir que ce soir, c'est très en lien avec ce qu'on vit, hein, avec l'histoire du Covid, la crise, etc. Euh, Tout ça n'arrive pas par hasard. Moi, je suis fervente adepte de l'astrologie et, et je sais, en tout cas, ça fait partie de mes croyances. Vous verrez qu'on a tous des croyances différentes. Ça fait partie de mes croyances que la rencontre de Pluton et Saturne dans le Capricorne en 2020 est venue nous réveiller et nous montrer que tout ce qui ne tient plus la route doit s'effondrer pour que quelque chose de nouveau renaisse. Donc on est vraiment là-dedans et c'est pour ça que je vais vous parler de l'émergence de l'ère du Verseau et quels sont aussi tous ces nouveaux, euh, pas vraiment des lois ou des concepts, mais toutes ces grandes règles ou ces grands fils rouges auxquels on peut se rattacher pour vraiment arriver à s'inscrire dans l'émergence d'une conscience qui est complètement différente par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce fameux air du Verseau dont on parle beaucoup, constamment, tout le temps. Alors, on pourrait en parler des heures. J'ai vraiment essayé de vous synthétiser pour pas que ce soit trop lourd et que ce soit compréhensible pour vous. L'ère du Verseau, c'est un peu comme un mythe, c'est un rêve lointain durant lequel l'humanité est censée développer son âge d'or. Et ça, c'est pas nouveau, on en parle depuis des millénaires. Les Grecs, déjà, quand ils parlaient de l'avenir, ils disaient que l'humanité allait traverser un âge sombre, donc qui apparemment doit correspondre à notre époque en ce moment, avant ensuite d'arriver dans la lumière. Le calendrier Maya aussi parlait de ce passage. Donc eux, les Mayas, ils parlaient beaucoup de 2012 pour le changement de paradigme. Bon, on a eu aussi cette espèce de croyance qu'en l'an 2000, on allait avoir un bug cosmique et que le monde allait s'effondrer. Donc bon, on a quand même traversé pas mal de choses là. Et de nombreux chercheurs et enseignants spirituels, ils estiment qu'on a passé le portail de l'entrée dans cette nouvelle ère autour du 20 décembre 2020. Bon, encore une fois, euh, tout ça, c'est ensuite des croyances et puis c'est à nous de sentir ce qui résonne juste pour nous. Mais il y a quand même pas mal de choses qui convergent à dire que ça s'est passé à ce moment-là. Donc ça fait pas très longtemps, ça va bientôt faire 1 an qu'on est dedans. Et je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je sens qu'il y a une accélération, que tout va très vite, que nos vies changent, on voit bien autour de nous. Vous me direz si ça résonne avec des petits émoticônes ou quoi, mais euh, il y a, il y a plein de gens qui déménagent, il y a une exode, beaucoup de monde est en train de se diriger à vivre beaucoup plus dans la nature. Euh, les gens sont en train de se reconvertir aussi beaucoup. Donc c'est sûr que on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et, et ça fait partie de tout ça, de cette accélération quantique. Donc je vais en reparler aussi dans les séances, dans les slides après. Il y a vraiment un grand changement vibratoire qui fait que la conscience est en train de se transformer et toute cette pression qu'on a subie, cette pression qu'on a vécue, que c'était les confinements, les restrictions, les lois, les règles, les obligations. Ouais. Moi, j'utilise toujours cette image que je trouve très belle. Pour créer un diamant, le diamant, il est créé à l'aide de la pression terrestre, sous les couches terrestres. Et donc moi, j'ai vraiment cette croyance que là, on est en train de vivre et de subir cette pression qui est très saturnienne. C'est vraiment cette planète qui vient nous forcer à prendre notre responsabilité, qui vient comme nous comprimer pour qu'ensuite quelque chose de plus beau émerge et que le diamant à l'intérieur de nous puisse émerger. Euh, voilà, donc en tout cas, moi je trouve que cette image elle est assez parlante. Donc par rapport à tout ce qu'on partage, il y a vraiment cette image qu'on est assis sur une bombe prête à exploser si un changement complet ne se développe pas dans notre humanité. On le voit bien que ce soit sur le plan écologique, sur le plan financier, politique, il y a quand même pas mal de choses qui vont plus trop, qui tournent plus trop rond. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'arriver à voir que tous ces systèmes ne fonctionnent plus et que quelque chose de nouveau doit renaître. Euh,
Donc si on arrive avec l'aide des énergies nouvelles à changer nos mentalités, c'est aussi ça que je partage à travers tout ce que j'enseigne sur la manifestation, comment on transforme nos croyances notamment, on pourra créer un nouveau monde. Parce que si on a la croyance que de toute façon ce monde court à sa perte, que on peut rien y changer et que la seule chose à faire c'est de prier pour sa propre survie, forcément on va pas forcément avoir le même futur que si on se dit que tout ça c'est une très belle opportunité de créativité pour se rapprocher les uns des autres et pour créer un nouveau monde. On va pas avoir la même issue en fonction de ces modèles de croyances. En tout cas, on a l'outil, c'est notre esprit et les connaissances, Internet, les enseignements qu'on a reçus d'autres civilisations et cultures. C'est pas pour rien que on s'est un peu approprié tout ce qu'on voit émerger aujourd'hui, que ce soit le yoga qui vient d'Inde, la méditation qui vient du bouddhisme, du Japon, de différentes civilisations. On a repris le chamanisme de tribus amérindiennes, des peuples autochtones. En fait, l'accélération du verso, le verso c'est aussi la rapidité, la transmission des connaissances et des savoirs. Donc tout ça, si on l'a eu et si on a pu le créer et y avoir accès aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose à partir de ça et qu'est-ce qu'on choisit. Donc maintenant, c'est à nous de choisir. Euh, et même si l'ère du Verseau, elle a débuté, ça signifie pas que la lumière, elle va se développer toute seule sans qu'on ait à intervenir. Ça, c'est aussi important de vraiment s'en souvenir, c'est que c'est pas parce que ça y est, on est rentré dans l'ère du Verseau que d'un coup, hop, il y a tout qui va s'illuminer et les solutions vont apparaître. Déjà, tout ça, ça se met en place sur du très long terme et tout part de nous. Vous verrez, quand on parlera des lois universelles, il y a la loi des miroirs. Et là, je vais vous en parler aussi. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, on est les seuls responsables de notre destin. Il n'y aura personne qui va mettre en place les choses à notre place. Donc là, je vous ai fait une présentation avec plein de grands axes qui, selon moi, sont hyper importants justement pour intégrer ce nouveau paradigme et cette nouvelle humanité. Euh, et à chaque fois, je les ai développés point par point. Je crois qu'il y en a 15, si je dis pas de bêtises. Donc le premier, déjà, qui me semblait important, je me sers de l'eau parce que je parle beaucoup et après je me déshydrate, c'est de passer de l'individuel au collectif. Ça, c'est vraiment pour moi un des points majeurs, c'est vraiment la représentation de l'ère du Verseau. Euh, on est chacun un univers unique et toute identification est survie de l'ego. L'identification, c'est vraiment nous dire ah, moi je suis ça et je suis rien d'autre. Moi je suis un enseignant spirituel. Moi je suis un prof de yoga. Moi je suis une maman. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne plus s'identifier en tant qu'individu et se coller des étiquettes, c'est de s'ouvrir au monde et de se dire que on a certes des capacités, on a une place dans le collectif, mais un peu de sortir de ce truc de j'ai besoin de m'identifier et ouais, de me coller des rôles, de me coller des étiquettes et de penser à mon propre développement. Ça va bien au-delà de ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis en dessous. On n'est pas obligé de figer notre étiquette à travers des rôles. Et on est vraiment les tisseurs d'une grande toile collective universelle. Euh, Chaque personne a sa place et il n'y a pas un rôle ou oui, une place qui est plus importante qu'une autre. Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on est encore un peu dans une société où je vais prendre les deux extrêmes, mais un trader sera placé 1000 fois au-dessus de quelqu'un qui s'occupe des poubelles le matin. Alors qu'en fait, chacun a un rôle et que si y en a un des deux qui arrête de travailler, je pense qu'on sera plus embêté par le deuxième que le premier. Euh, Ensuite, le collectif appartient à la mémoire animale. Il a toujours été la réponse dans les temps de crise. On le voit. En fait, les animaux, ils ont toujours vécu en tribu. Et encore plus quand il y avait une crise, quand il y avait une difficulté, une épreuve à traverser, les animaux, ils avaient vraiment tendance à se regrouper et à créer oui, des collectifs, des tribus pour arriver à avancer beaucoup plus facilement.
Donc le passage par la diversité, c'était une manifestation du vivant, c'est-à-dire que oui, à un moment donné, il y a les tribus qui se sont éclatées, qui ont arrêté d'être ensemble, il y a eu des croisements, il y a eu des évolutions, parce que c'est ça qui fait que le vivant s'est manifesté à travers cette diversité. Mais en même temps, c'est aussi ça qui crée la séparation. C'est-à-dire que de penser que après une tribu va être plus forte qu'une autre, c'est ça qui a commencé à mettre en place les systèmes qui nous ont menés au racisme, aux jugements interraciaux et aux guerres. Euh, alors, j'ai juste regardé parce qu'il y a des choses qui s'affichent. Ok, super. Donc là, à chaque fois, moi, je vous explique un petit peu, point par point, comment est-ce que je vois les choses. J'ai j'ai mis dans la formation que j'ai créée comment est-ce que tout ça on l'applique concrètement, mais ce soir je ne pouvais pas tout partager, donc là c'est vraiment, je vous fais les points par point. Le deuxième point, c'est que la voie unique, c'est une illusion. En fait, l'action aujourd'hui, elle va plus passer par des voies connues et par des dogmes qu'on a reçus depuis des millénaires. Ça va être hyper important de faire nos propres expériences. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup suivi des choses comme les religions, euh, des enseignements parfois spirituels ou des enseignements tout court, hein. On le voit bien avec l'école. On a un peu rentré dans un cadre et puis hop, on suit le cadre et on n'en sort pas. Aujourd'hui, ça va être hyper important de faire nos propres expériences. C'est pas pour rien qu'on voit émerger les écoles comme Montessori, par exemple, où on va vraiment inviter en fait les enfants à faire leurs propres expériences plutôt que de leur dire ben, c'est comme ça et pas autrement, et puis tu peux pas questionner parce que de toute façon on a toujours fait comme ça. On est vraiment en train de changer ce mode de fonctionnement. Donc les instruments, quand je dis les instruments, c'est un peu toutes nos méthodes actuelles peuvent plus être utilisées parce qu'ils appartiennent à un fonctionnement du passé et puis ils sont au service d'un but obsolète. En général, on le voit, c'est tout ce qui est esprit capitalisme, masculin castrateur. Quand je dis masculin, c'est l'énergie du masculin hein, qu'on porte tous à l'intérieur de nous. La pensée unique, voilà, il y a un peu l'idée de se détacher de tout ça, dont je vais aussi vous parler dans les slides suivantes, parce que on sent bien que de toute façon c'est plus aligné et que ça va plus dans une direction qui fait sens pour nous. Donc chaque être il possède un rôle qui lui est propre, c'est ce que je vous parlais avant, l'histoire de la toile qu'on tisse tous ensemble, et il apporte sa contribution de façon naturelle, simplement par le simple fait d'exister. En fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose, de prouver notre valeur, d'avoir une place au-dessus des autres. Par le simple fait d'exister et de faire nos expériences et de les partager autour de nous, il y a la conscience qui émerge et il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution qui se met en place. On n'a même pas besoin de faire des choses extraordinaires pour faire tout ça. C'est ça qui est beau et qui est magique. Euh, donc on peut plus agir dans la dualité ni l'entretenir, ça je vais aussi le développer, parce que voilà, on a besoin de se rendre compte qu'en fait tout ça c'était bien, on avait besoin d'expérimenter l'ombre, la lumière, le bien, le mal, euh, être pour ou contre, mais maintenant on est en train de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Le troisième point qui m'a semblé être intéressant, c'est cette idée de changer de regard sur la crise. Donc cette fameuse crise dans laquelle on est là avec le Covid, etc. En fait, la notion de crise, elle existe que dans une approche duelle, encore une fois, et donc n'a pas de réalité. Ça voudrait dire que on est soit en crise, soit en non-crise dans une approche duelle. Alors qu'en fait, on n'est jamais en non-crise. Et on n'est jamais totalement dans la crise non plus. C'est-à-dire que là, la crise qu'on est en train de vivre, elle est juste en train de mettre en lumière des dysfonctionnements politiques, économiques, de santé, toutes ces choses-là. Mais par principe, on n'est pas plus dans une crise maintenant que dans des crises auparavant. En fait, on est constamment en crise. La crise, c'est ce qui nous permet de transformer. En fait, tout ça, c'est un apprentissage collectif, c'est un enseignement à travers lequel l'homme peut davantage se connaître ainsi que sa responsabilité. Je sais pas pour vous, mais moi, je sais que
tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça m'a vraiment permis de me regarder davantage, de prendre ma responsabilité sur comment j'ai envie de vivre ma vie. Ça, c'est les questions qu'on va se poser demain. Euh, Comment j'ai envie de vivre ma vie, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi. Euh, on est beaucoup là à avoir eu des grosses prises de conscience parce que on se rend bien compte qu'en fait tout ça c'est juste une invitation à regarder à l'intérieur quand à l'extérieur il y a tout qui se casse la figure. Le temps et l'espace n'ont aucune existence propre et ne sont que les paramètres d'une relation. Donc ça c'est assez subtil à comprendre dans le sens où euh, quand j'entretiens une relation avec une personne ou un objet, là oui, il y a un temps. On est en relation dans un certain espace-temps et dans un certain espace. Mais en dehors de la relation, que ce soit avec quelqu'un, avec un objet, avec une expérience, il n'y a pas de temps et d'espace. Juste la conscience qui est là, et qui se développe et qui vit et qui observe. Donc, c'est pour ça que là, je l'ai mis là dans cette histoire de crise, c'est parce qu'en fait, si on arrive à sortir de cette idée que la crise, elle est en train de se passer sur un certain temps. Quand est-ce que c'est terminé? Quand est-ce que c'est fini? Moi, la crise, elle m'empêche de me développer, elle m'empêche de mettre ce que j'ai envie de mettre en place. En fait, si on sort de ça et on revient vraiment à la conscience, c'est-à-dire, euh, en fait, dans quel espace se trouve ma conscience et qu'est-ce qu'elle a envie de manifester, d'expérimenter, il n'y a plus toutes ces questions de temps, d'espace, de frustration, d'obligation, on sort en fait de ce conditionnement-là. Et donc c'est important de prendre conscience que c'est à nouveau, la conscience, je répète, mais c'est la conscience qui influe sur la matière. Et ce qu'on choisit de créer dans notre réalité, c'est pas la matière à l'extérieur qui va décider de comment notre conscience doit évoluer. C'est nous qui allons décider à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on a envie de créer à l'extérieur. Donc si je décide, je vous prends un exemple, mais si je décide qu'à l'intérieur de moi c'est libre, si ma conscience elle est libre, à l'extérieur de moi je serai libre. Si à l'intérieur de moi je suis en lutte constante, à l'extérieur ce sera la lutte. Donc c'est ça où quand j'explique que seule la conscience est, c'est que part en fait de cet état intérieur, et c'est tout ça qui va créer, façonner cette réalité justement dans laquelle on est en train de baigner en ce moment. Super, je vois vos petits messages. Donc le quatrième point qui est hyper important pour moi, et ça a vraiment résonné fort pour moi parce que à la base je suis une grande idéaliste qui adore voilà, vouloir le beau, se dire que le monde devrait être meilleur, devrait être plus grand, plus beau. Alors c'est génial parce que moi, ça me permet de créer des choses extraordinaires dans ma vie. Mais ça peut être aussi un piège. Déjà, c'est important de comprendre qu'il n'y a aucun idéal à atteindre, il n'y a aucune solution à chercher. Ça, pour notre mental et notre ego, déjà, c'est pas facile à intégrer, de se dire que il n'y a aucun idéal à atteindre et aucune solution à chercher. Hum, Et là, avec tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pas évident de se mettre dans cet espace-là. Il y a forcément un espace en nous qui se dit non, mais il y a forcément quelque chose d'autre à faire. C'est quoi la solution? Et c'est ça qui crée toute notre agitation intérieure. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'idéal à atteindre. C'est en ne voulant pas une autre réalité que celle qui est en nous et en nous situant sans objectif de changer l'extérieur que nous sommes ce changement. Encore une fois, le changement, il part de nous, de l'intérieur. Donc ça sert à rien de se dire comment est-ce que je change l'extérieur. C'est Gandhi qui disait soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais là en ce moment on est en plein dedans. Donc il n'y a pas de futur idéal en fait. Ça c'est une illusion, il n'y a pas de meilleure solution plutôt qu'une autre, une vérité unique, de croire que on devrait tous se rebeller, on devrait tous être anti-vaccin, on devrait tous faire le vaccin, on devrait tous faire ci, faire ça. En fait, il n'y a pas de vérité unique parce que chaque être vit ce qu'il a à vivre. Et ça fait partie de l'expérimentation de la conscience sur le plan collectif. Donc l'idéal, ça peut être autant un moteur de créativité, parce que forcément, on a tous un idéal quand même à l'intérieur de nous.
Moi, j'ai un idéal de me dire que le monde, il va être extraordinaire. Peut-être que je vais pas le voir de mon vivant, parce que je sais que ça va mettre des années, voire des centaines d'années. Mais en tout cas, c'est un moteur pour moi de me dire qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, de se connecter beaucoup plus à notre cœur, au collectif, à la solidarité. Et en même temps, ça peut être un danger. Parce que cet idéal, justement, ça peut nous emmener dans un espace de frustration, c'est-à-dire de se dire ça devrait être comme ça, alors que ça ne l'est pas. Et ça peut même emmener jusqu'à la tyrannie. Et donc c'est là où c'est important d'observer, parce que on voit bien qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, chacun a son avis, et les personnes qui sont beaucoup plus virulentes, ça mène ça peut mener à un espace de dictature, c'est-à-dire ça c'est ma vérité, vous devriez tous faire comme moi. Et si c'est pas ce que vous faites, et ben vous êtes soit vous êtes des inconscients, soit vous êtes des complotistes, soit vous êtes des lâches. Et c'est ça qui est intéressant à observer, c'est que cet idéal, il peut nous emmener à la fois dans des espaces qui sont magnifiques et à la fois dans des espaces qui sont dangereux. Donc c'est hyper important de simplement placer la conscience sur ce qu'on souhaite voir émerger à l'intérieur de nous, en termes de valeurs, en termes de ressenti, en termes d'expérience, de projet. Et la réalité autour de nous, elle va s'aligner. Mais donc ça part pas d'un espace de volonté, ça part d'un espace de paix et de croyance qu'on sait que si on aligne tout à l'intérieur de nous, à l'extérieur, ça va s'aligner. Et du coup, c'est beaucoup moins fatigant. On dépense beaucoup moins d'énergie. Hmm. Hmm. Euh, le point 5, c'est que la vie, elle est expérimentation. Donc, comme ce que je vous disais avant, les choses, elles existent qu'en tant que relation et action. À partir du moment où on entre en relation, où on entre dans une action, là, il y a quelque chose qui se crée. Sinon, je suis dans la conscience pure. Donc le temps et l'espace, le futur et le passé n'ont aucune réalité propre en tant qu'unité, élément identifié. Ouh là là, la phrase est... Il n'existe que dans le présent. En fait, pour faire simple, le futur, souvent, ça fait référence au temps. On est tout le temps en train de vouloir se projeter dans le futur. Donc on se sort en fait de l'espace temporel qui est maintenant. Et on est tout le temps en train de se dire qu'est-ce que je vais faire après, 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 après. Et donc on n'est plus du tout dans l'instant présent. Mais alors plus du tout. Et le passé, souvent, il fait référence à l'espace. C'est où on était avant. Dans quel espace j'étais avant. Qu'est-ce que j'ai expérimenté avant. Alors qu'en fait, notre seule réalité, c'est la créativité qui se révèle quand on est à la fois l'expérience, donc je suis en train de vivre ça, et je suis aussi l'observateur qui observe que je suis en train de vivre ça. De l'expérimentation de notre univers unique. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, on est juste dans un grand terrain de jeu. Et la seule chose qui est importante, c'est d'expérimenter avec la conscience. Parce que si, en fait, il faut qu'il y ait les deux, dans le sens où s'il y a ni l'un ni s'il en manque un, ça le fait pas. Parce que si on est que dans l'expérimentation mais qu'on n'a pas la conscience, on peut être dans une espèce de d'avidité de l'expérimentation, ou alors on va faire des choses sans savoir pourquoi on les fait. On peut faire des choses qui sont complètement incohérentes, qui vont pas servir en fait notre être divin et ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Et en même temps, si on se place que dans l'observation et qu'on n'est pas dans l'expérience, alors oui, peut-être qu'on sera Bouddha, mais on va pas forcément incarner notre rôle d'être humain en tout cas. Donc, c'est pour ça que moi, quand on me pose la question parfois, est-ce que on a une mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? J'ai besoin de savoir ce que c'est. En fait, pour moi, il n'y a pas de mission de vie. C'est-à-dire que notre seule mission, c'est d'expérimenter et d'observer. Si tu as la capacité à expérimenter et à observer en même temps pour être capable de tirer des enseignements de ton expérimentation au quotidien, l'éveil, il est là. L'éveil, il est dans cet espace-là. En fait, tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est super, ça nous apporte une compréhension symbolique, des miroirs, des enseignants qui vont nous dire regarde. Mais le véritable enseignant, c'est celui qui nous dit regarde à l'intérieur de toi, tu sais déjà ce que tu es en train de vivre. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'erreur dans cet espace. Et donc du coup, on peut vraiment lâcher sur
sur cette pression d'avoir une mission de vie. Encore quelque chose qui est important pour moi, c'est que l'amour, c'est l'ultime vérité dans tout ce qu'on va vivre. Et cette ère du Verseau, c'est encore une... L'amour, c'est vrai... le Verseau, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Euh, dans l'astrologie, l'axe du cœur, c'est le lion Verseau. Le lion, il est vraiment dans un amour attachement. Je vais avoir besoin de prouver mon amour. Je veux qu'on me prouve qu'on m'aime. J'ai besoin de conserver un lien, voilà, de montrer qu'on est là-dedans, alors que le Verseau, lui, il est dans un amour complètement détaché. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de me prouver que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin de te prouver que je t'aime. Je t'aime tel que tu es juste parce que tu es moi. Le Verseau, il reconnaît que l'autre, c'est moi. Et donc, il n'y a plus de séparation. Donc l'amour, c'est ni un objet ni une action, l'amour est. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas oh, j'aime mon nouveau téléphone, qui est un objet, ou une action, j'aime travailler toute la journée. Non, en fait, l'amour, il est juste là, présent à chaque instant, il est à l'intérieur de nous, et c'est lui qui nous permet de nous sentir reliés, et de sentir que quand on est pleinement dans l'amour, il y a comme un truc, vous l'avez forcément vécu quand... vous vivez des choses belles. Moi, je sais que je le vis quand je chante ou quand je vis des super beaux moments de connexion avec mes amis. Ou... il y a un espace comme ça, parfois on vit en vacances, où il n'y a plus rien qui compte autour et on se dit, waouh, mais la vie, elle est extraordinaire et on peut presque, on peut pleurer de joie tellement c'est beau. Et ben, c'est cet espace-là, l'amour. C'est de vraiment reconnaître toute la beauté qui est à l'extérieur de nous, la beauté du monde, la beauté de l'univers, tout ce qui a été créé pour nous permettre d'expérimenter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est un état de grâce et c'est ça le véritable amour. Et en fait, on sait vraiment très peu ce que c'est vraiment l'amour. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième point. Euh, c'est l'amour, on sait quasi rien en fait. Si je vous demande c'est quoi l'amour, on ne sait pas vraiment. On sait ce que c'est l'attachement, on sait ce que c'est la relation, et encore, on sait ce que c'est l'envie, l'élan, la passion, la gourmandise. Tout ça, ok, on arrive un peu à le définir, mais le véritable amour, je pense pas qu'on soit très nombreux à arriver à vraiment le partager, le définir en tout cas. Je vois que ça résonne bien dans le chat de votre côté. Il se révèle vraiment dans un accueil bienveillant de l'être unique et divin que nous sommes, hors de toute concession et restriction de la matière. C'est vraiment, comme je vous disais, cet état où on est juste nous et on est heureux d'être nous et on est heureux d'être nous là maintenant. Voilà, c'est un peu ça pour moi l'amour. L'amour, c'est la polarité opposée à la peur. Bon, ça c'est assez connu, vous le savez un petit peu. Il nous permet vraiment de sentir en nous ce qui permet à notre divinité de s'incarner, de s'épanouir dans la matière. C'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois qu'on est dans la peur, on n'est pas dans un espace d'amour et ça nous déconnecte de notre capacité créatrice, ça nous déconnecte de notre être divin. Alors je dis pas que c'est facile, hein, même moi qui vous partage tout ça, j'ai des peurs tous les jours. Mais en tout cas, quand on est dans un espace de peur, on se déconnecte de l'amour. C'est ça qui fait qu'on va avoir des réactions, qu'on va retomber dans nos blessures, dans nos anciens schémas, qu'on va tomber dans nos projections. Enfin, voilà, l'amour, en tout cas, ça va vraiment être un noyau central de cette nouvelle conscience qu'on est en train de manifester dans ce nouveau monde. Le 7e point que j'aime beaucoup, c'est que ce qui nous touche, c'est nous-mêmes. Nous sommes chacun un univers unique au service de la conscience. Bon, ça c'est assez spirituel, enfin c'est assez vaste comme terme, mais c'est l'idée que on est tous un univers unique. En fait, c'est comme si on était tous plein d'univers qui gravitaient dans un système tous ensemble. Et quand un univers entre en interaction avec un autre univers, eh bien il se passe des choses et il y a un échange énergétique. Et donc les univers vont se transformer.
On doit vraiment y répondre en sortant de l'idée que notre bonheur ou notre malheur dépend de l'extérieur. Ça, c'est un peu un truc fondamental qu'on voit dans tous les enseignements, c'est-à-dire que chaque expérience, c'est le miroir de ce qui se trouve en nous afin d'éveiller et de faire grandir notre conscience. Ça, on le verra dans les lois dans le troisième jour. La loi de résonance, la loi des miroirs. Tout ce qui vient nous toucher, et quand je dis nous toucher, ça peut être en bien ou en mal, entre guillemets, j'aime pas, c'est une vision duelle, mais en termes de ressenti, positif ou négatif, on va dire agréable ou désagréable, tout ce qui nous touche, c'est nous-mêmes. Si je suis touchée par la beauté de quelqu'un, c'est parce qu'en fait, je reconnais ma propre beauté dans cette personne. Si je suis touchée par sa spontanéité, c'est parce qu'il y a une part de moi à l'intérieur qui est spontanée, que je reconnais et que j'aime. Et à l'inverse, si je suis touchée par la colère ou l'agressivité de quelqu'un, ça vient aussi parler de ma propre colère et de ma propre agressivité que j'ai du mal à accepter et à voir. Donc en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que toutes les réactions et toutes les expériences qu'on vit à l'extérieur de nous, ça parle de nous. C'est pour ça qu'on peut arriver de plus en plus à se séparer des jugements, parce que quand l'autre nous juge, il parle de lui. Et avec de la pratique, en tout cas, moi je sais que avant je prenais tout très personnellement, j'étais très susceptible et très fragile. Et depuis que je fais des formations, des retraites, etc., j'ai forcément appris à voir les choses différemment. Et quand quelqu'un a un avis ou partage qu'il a été touché par quelque chose, que c'était pas facile ou qu'il a pas aimé l'expérience que j'ai proposée, je prends plus du tout personnellement parce que je sais qu'il parle de lui et de son expérience. Et ça aide vraiment à lâcher aussi. Donc c'est ça qui nous permet aussi de dire qu'il n'y a plus de coupables, de sauveurs ou de bourreaux. En fait, on est responsable de notre réalité. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait faire des gros shifts dans notre évolution, d'arrêter de voir les autres comme les méchants, qui nous en veulent, qui sont méchants avec nous, qui nous font du mal, les coupables, ou alors d'attendre un sauveur à l'extérieur qui va venir nous aider, qui va venir nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et qui va comme nous tendre la main et nous pousser hors du nid, ou alors des bourreaux, comme on en voit beaucoup en ce moment avec ce qui se passe, de croire que ce sont nos bourreaux, alors qu'en fait les bourreaux ils sont aussi à l'intérieur de nous, parce que on accepte aussi tout ce qui se passe. Donc voilà. Le huitième point du coup qui est hyper important, c'est vraiment sortir de la dualité, hein. Ça c'est un peu aussi une des racines fondamentales de tout ça. La dualité c'est une illusion, euh, certes, dont on a besoin pour notre ego et pour nous construire dans la matière, mais c'est un mode d'interprétation du monde propre mental, mais c'est pas notre réalité. En fait, l'ego, depuis notre naissance, surtout quand on de 0 à 7 ans, parce que c'est là où l'ego se construit, il a besoin de se comparer à ce qui se voit à l'extérieur et de se séparer pour se construire. Par exemple, je vois maman, je ne suis pas maman. Je suis moi et maman, c'est maman. Donc il y a une séparation qui se crée. On a besoin de se dire, ok, je suis mon propre individu et l'autre est un autre individu. Mais c'est pas notre nature propre et c'est pas ce qui doit se manifester la majorité du temps, de nous séparer constamment de l'autre en se disant moi je suis moi et l'autre c'est l'autre, on n'a rien à voir, on n'est pas du tout pareil. C'est c'est ça en fait qui crée encore une fois cette dualité. Donc on a besoin d'expérimenter chaque polarité, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, dans notre système pour les intégrer, mais on n'a pas besoin de nous identifier. Par exemple, quand je parle d'identification, c'est de se dire, bah moi je suis une bonne personne ou je suis une mauvaise personne, typiquement. On n'est pas une bonne personne et on n'est pas une mauvaise personne. On porte les deux polarités à l'intérieur de nous. Moi, il y a des moments où je me vois réagir, où ça va venir toucher des blessures, bah, je pourrais réagir comme une mauvaise personne. Et des moments où je suis connectée à mon cœur, je suis alignée, je suis dans un espace de paix, je peux être considérée comme une bonne personne, mais en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas de bien, de mal. euh, et même, ça peut même être difficile, mais même des personnages qu'on pourrait considérer immondes, euh, c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste
des êtres humains qui ont choisi d'expérimenter et de manifester l'ombre dans la matière. Mais de base, on ne peut pas les identifier comme des personnes qui sont juste purement mauvaises. C'est pas possible. Il y a toujours les deux à l'intérieur de nous. Mais c'est cette dualité qui crée la séparation, les conflits, les guerres, parce que typiquement, une religion qui va penser qu'une autre religion, elle a tout faux, hop, ils vont entrer en séparation, ils vont commencer à se mettre dessus. Les conflits qu'on a au travail, les conflits avec nos amis, les conflits avec notre famille, c'est qu'en fait, qu'on a cette croyance que l'autre, dans son monde, avec ses croyances, avec ses réactions émotionnelles, on va le juger comme quelqu'un qui est mauvais parce qu'il ne fait pas partie de notre système à nous. On va pas se reconnaître en lui, on va pas vouloir reconnaître nos ombres en lui, on va vouloir reconnaître que notre lumière, et quand c'est plus aligné avec notre lumière, on va se dire ah mais l'autre il est mauvais, moi j'ai rien à voir avec lui, on n'est pas du tout pareil, et on va se séparer. Et c'est ça qui crée les tensions et les conflits. Et c'est la racine de toute cette malveillance et cette violence qui se répand sur la Terre. Hmm. Le 9e point, c'est important d'avoir une relation saine avec la matière. En fait, l'idée, c'est de ne pas s'y attacher sans pour autant la renier. Et quand je parle de la matière, c'est toutes nos possessions, c'est l'argent, c'est un petit peu, voilà, tout ce qui est tangible autour de nous, tout ce qui nous appartient, entre guillemets. Donc l'idée, c'est de ne pas s'y attacher en se disant c'est à moi, il faut jamais que je le perde. Et en même temps, de ne pas renier non plus, de ne pas passer dans l'extrême inverse qui est mais moi j'ai besoin de rien, euh, voilà, tout ça c'est subtil, je peux me détacher de la matière. En fait, c'est important de comprendre qu'on peut mettre la matière au service, à notre service et pas l'inverse. Et c'est aussi juste d'accepter de rien posséder, tout en ayant le droit de nourrir certains besoins. C'est un équilibre en fait. L'idée, c'est de se dire, ok, c'est vrai que j'ai pas besoin de grand chose, mais j'ai quand même besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin d'un abri, j'ai besoin euh, d'avoir un espace d'intimité, j'ai besoin de pouvoir me vêtir pour avoir chaud, j'ai besoin aussi de liens, j'ai besoin de contact. En fait, c'est cette idée de revenir à nos besoins. Euh, Revenir à l'essentiel, encore une fois, c'est vraiment ça, c'est de revenir au final, c'est quoi mes vrais besoins? C'est pas tous ces besoins qu'on s'est créés à l'extérieur et que le marketing arrive à nous mettre dans la tête aussi, parce qu'au final, l'intention du marketing et de la communication, alors toutes les personnes qui font un métier comme moi, on rentre dans le jeu parce que ça fait partie du truc, mais c'est important de comprendre que le marketing, ça s'appuie vraiment là-dessus. C'est une invitation à nous créer des nouveaux besoins. Alors que si on revient vraiment à l'essentiel, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 150 produits cosmétiques dans ma salle de bain? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 40 paires de chaussures? Est-ce que j'ai besoin... Et c'est même pas que dans le matériel, mais est-ce que j'ai besoin de cultiver autant de liens avec autant de personnes alors que j'ai à peine le temps de passer du temps au téléphone avec elles? C'est qu'en fait, on tombe dans une espèce de frénésie euh, d'attachement comme ça à la matière, à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est comme une espèce de boulimie. Alors que si on revient vraiment à l'essentiel, on se rend compte que on a des besoins qui nous sont propres, qui sont fondamentaux, mais qui sont parfois beaucoup plus simples que ce qu'on croit. Et je pense que cette ère dans laquelle on est aussi, là, l'émergence de ce nouveau paradigme, c'est aussi une invitation à voir en fait de quoi j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Mais moi, je suis passée par là et ça m'a permis de faire un sacré tri. Euh, donc c'est important de prendre conscience qu'on possède bien plus que ce que nous avons besoin, revenir à l'essentiel afin de créer plus de paix en soi, parce que quand on se rend compte aussi qu'au final, nos besoins sont déjà comblés, il y a comme quelque chose qui s'apaise à l'intérieur. Euh, on sort un peu de ce truc de non, mais j'ai besoin de plus de sous sur mon compte en banque, j'ai besoin de ça, quand j'aurai ça, je serai tranquille, quand j'aurai ça, je serai en paix. Mais en fait, c'est infini. C'est infini.
Ça s'arrête jamais. Et un point qui est hyper important et qui découle aussi de tout ça, c'est de mettre en place un retour conscient vers la nature. On- Ça, on entend parler et puis on voit bien à quel point ça vibre et ça résonne dans le collectif parce que moi, la première, je suis partie vivre à la campagne. Euh, on voit bien que là, il y a un besoin de revenir à cette nature, un besoin de quitter l'enfermement, de quitter la frénésie, de quitter des milieux où on n'a plus d'interaction humaine, où on n'a plus de conscience en fait de la sagesse du vivant dont je vous parlais au tout début. La nature et la terre, c'est vraiment notre mère universelle, c'est elle qui nous nourrit si on prend soin d'elle en retour. Et c'est bien la problématique d'aujourd'hui, c'est aussi pour ça que ça s'inscrit dans ce nouveau paradigme, c'est que si on parle de l'écologie, de permaculture, de respecter la planète, etc., tous ces termes-là, c'est pas juste parce que la nature est en train d'être détruite, c'est moins joli et on va plus pouvoir respirer. C'est aussi parce que la terre, c'est notre mère. Et pour qu'elle puisse continuer à nous donner à manger, on doit s'assurer qu'elle est en bonne santé. Et ça, on s'est complètement déconnecté de ça. euh, en habitant en ville, en étant dans des rythmes qui nous font un peu oublier ou être un peu dans le déni de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que c'est aussi important de prendre soin d'elle. Donc, c'est primordial de se souvenir vraiment de cette notion de ressources et de développer un nouveau mode de fonctionnement pour un développement plus durable et solidaire. Donc, ça va passer par... on a déjà commencé à mettre des choses en place, mais par voilà, toutes les initiatives en termes de recyclage, de création de nouveaux textiles, de modes de consommation beaucoup plus local, beaucoup plus conscient, tout ça, c'est quelque chose. hmm, il peut y avoir comme un phénomène de mode, oui, parfois avec du greenwashing, avec maintenant tout le monde qui essaie de s'engouffrer dans la brèche, mais moi je pense que c'est bien parce qu'on a besoin vraiment là de changer de mode de fonctionnement. Sinon, dans quelques années, la Terre, elle aura plus la capacité de nous donner ce dont on a besoin. Et puis la nature, elle a vraiment, elle porte aussi cette sagesse ancestrale, euh, la connexion au cycle des saisons, de vivre au rythme des saisons. Par exemple, moi j'ai décidé en décembre là, et je vais me faire une pause off. Parce que l'hiver, c'est la saison de l'hibernation, c'est la saison de l'introspection, c'est la saison du ressourcement, de la régénération. C'est un moment pour mourir symboliquement, pour pouvoir renaître au printemps. Et là, il y a une grande sagesse en fait dans cette capacité à suivre le rythme des saisons, à consommer aussi en fonction des saisons, à vivre en fonction des saisons. Les lunaisons, c'est pareil. On voit bien que là, il y a eu un retour dans les parties des livres que j'ai écrits sur la Lune. Parce que, en fait, cette Lune, elle montre la sagesse aussi. Euh, elle parcourt son cycle en 28 jours et elle nous aide à prendre conscience que nous aussi, on est cyclique. Qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps dans la même énergie, qu'il y a un moment donné dans le mois, on a moins d'énergie, un autre moment, on en a plus. Un moment, on va être beaucoup plus tourné vers l'extérieur, un moment, on sera plus intérieur. Donc, la Lune, elle nous aide vraiment à prendre conscience qu'il y a un temps pour tout. Et quand on regarde aussi le temps de gestation des animaux, c'est la même chose. Il y a un processus qui est en train de se mettre en place. Pourquoi est-ce que nous, on ne prendrait pas un temps de gestation aussi quand il y a des choses qui sont en train de se créer à l'intérieur de nous? Alors, les mamans, elles le font un peu naturellement quand elles sont enceintes parce qu'il y a un peu une obligation du corps. Mais quand on est en train de mettre au monde un projet, quand on est en train de mettre au monde une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, ben en fait, ce temps de gestation, il est tout aussi important. Et on a tendance un peu à zapper tout ça. Nos forces d'auto-guérison, c'est la même chose. Si vous regardez un animal malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter de manger, il va s'isoler, il va dormir. Eh ben, on peut apprendre de ça aussi. C'est-à-dire que plutôt que de se ruer à la pharmacie et d'aller acheter plein de médicaments, nous aussi, on peut se reposer, manger
moins, ne pas manger si on n'a pas faim. Et en fait, le corps, il se régénère. Il y a une espèce de magie, de sagesse dans ce corps qui est le nôtre. Donc, tout ça, c'est hyper beau et hyper important de se souvenir que ça fait aussi partie de ce paradigme qu'on est en train de créer, de retour conscient vers la nature, parce que à un moment donné, on va plus avoir le choix. Euh, c'est pas pour rien que là, il y a plein d'éco-villages qui sont en train de se créer, des communautés qui sont en train de se créer. Nous, on a une source d'eau sur notre terrain. Euh, c'est à un moment donné, on va être obligé de redevenir beaucoup plus autonome, beaucoup plus débrouillard et d'avoir nos propres ressources. Hum, le 11e point que je voulais vous partager, c'est la résilience comme fil rouge. La résilience, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est la capacité d'un organisme, d'un objet ou d'une personne à prendre acte d'un événement traumatique de manière à le surmonter en s'adaptant à son nouvel environnement et à faire face à l'adversité. Pour moi, on est vraiment dans une phase de résilience en ce moment, donc c'est observer les systèmes qui sont en train de s'effondrer comme une opportunité pour créer quelque chose de différent. Là, on le voit bien, on- il y a plein de personnes qui ne peuvent plus travailler comme avant. Il y a des sociétés qui sont en train de fermer, il y a des commerces qui doivent fermer. Et dans un sens, c'est sûr que c'est pas facile. Et en même temps, moi, je choisis de le voir comme quelque chose de très beau, c'est-à-dire que ils vont pouvoir créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui s'est effondré. Donc, si on rentre vraiment dans ce nouveau mode de pensée, il y a un truc qui s'effondre dans ma vie, comment est-ce que je peux créer quelque chose de différent? Ça crée un terreau fertile pour quelque chose de magnifique derrière. Euh, Ensuite, c'est vraiment d'utiliser l'esprit pour comprendre ce qui fonctionnait pas et ce qui peut être conservé. Faire appel à notre capacité de discernement et se dire, ok, bon bah ça, en fait, c'était vraiment aligné avec moi, ça ne l'était pas. Donc, on va voir le deuxième soir quand vous allez observer vos mécanismes. Ça va être un moment aussi où vous pouvez avoir une forme de discernement et vous dire, bon bah ça, en fait, ça fait partie d'un système que j'ai plus forcément envie d'avoir dans ma vie, alors que ça, ce serait beaucoup plus approprié. Et puis, c'est important aussi, dans cette émergence, de diffuser l'espoir, l'optimisme et inspirer le collectif. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un se transformer, rebondir d'une épreuve, ça va forcément vous inspirer. Vous allez vous dire, waouh, mais c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Et moi, c'est ce que je partage depuis le début que j'ai changé de vie. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit, c'est magnifique, c'est beau. Euh, voilà, c'est très très beau parce que bah, je vois que quelque chose d'autre est possible. Euh, il y a des traits qui sont apparus sur le PowerPoint. Je pense qu'il y a quelqu'un par erreur qui a fait un petit dessin. Euh, alors, le 12e point, c'est passer de la compétition à la collaboration. Ça, c'est hyper important aussi, c'est qu'on est dans une société hyper compétitive et qu'on pense toujours qu'on doit euh, prendre l'ascendant sur les autres. Donc l'idée, c'est d'instaurer vraiment des nouveaux modes de dialogue et de gouvernance. Donc la communication non violente, moi, je trouve que c'est juste extraordinaire. Avoir la capacité à vraiment exposer son besoin, parler de soi et être capable d'écouter les besoins de l'autre, là, il y a vraiment quelque chose de magique. Cesser de croire à la loi du plus fort et partager le plus possible nos ressources et nos connaissances. Ça, c'est quelque chose qui nous demande aussi de pas mal changer nos modes de fonctionnement. Et plutôt co-créer plutôt que de rester dans des modes individualistes sans pour autant se sacrifier et en oublier nos besoins fondamentaux. Donc là, cette idée-là, c'est vraiment bah, plutôt que de chercher à développer son activité dans son coin, son projet dans son coin, c'est comment est-ce que je peux entrer dans une forme de co-création, de collaboration avec les autres. Et moi-même, dans mon activité, au début, j'ai co-créé beaucoup de formations, j'ai co-créé des retraites. Ça m'a énormément nourri
et on apprend beaucoup en co-créant les uns avec les autres. Et c'est vraiment de sortir aussi de ce truc de oh là là, elle réussit, moi je vais pas réussir, il y aura pas ma place. Et les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu magistral pour ça, de se dire que on va voir que quelqu'un a une vie géniale, et nous tout de suite on va se dire oh là là, mais elle a une vie trop bien, moi j'ai pas sa vie, moi c'est bien, moins bien, ou alors moi c'est mieux, comment est-ce que je peux faire pour avoir une vie aussi bien qu'elle. Et quand on voit quelqu'un qui dit oh là là c'est génial, j'ai créé ma dernière formation, j'ai gagné 500 000 euros, j'en sais rien. Ça, c'est aussi très français. On va pas forcément vouloir célébrer cette réussite. Il va plus y avoir un espace en nous qui va se dire oh là là, la chance. Il va y avoir un peu plus de jalousie, de se dire ah, elle a réussi, moi, j'y arriverai jamais. Donc, c'est vraiment partir de ça et de célébrer les personnes qui réussissent, célébrer les gens qui ont des grands rêves, de célébrer les personnes qui cartonnent et qui ont des idées extraordinaires. Parce que ça nous permet de nous dire que nous aussi, en fait, on a la capacité de manifester tout ça dans notre vie. Et moi, vraiment, depuis que j'ai ce fonctionnement, il y a tout qui s'est ouvert. Et ça passe vraiment par quelque chose de très intérieur, de très énergétique. Euh, donc, justement, quand je parlais d'argent, le 13e point, qui est l'avant-avant-dernier, c'est de revoir notre notion de l'abondance. L'abondance, c'est pas juste des chiffres sur un compte en banque. Ça, c'est aussi ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est aussi la qualité de nos relations. C'est nos ressources intérieures, c'est-à-dire nos compétences, nos connaissances, nos dons, nos talents. C'est ce que la Terre nous offre à travers la nature. C'est l'espace dans notre lieu de vie. Moi, je sais que je suis entourée par une immense abondance. Quand je vois le paysage, l'eau, la nature, les animaux, c'est juste extraordinaire. Les cadeaux qu'on reçoit aussi au quotidien et le soutien de l'univers. Donc, l'abondance, ça va bien au-delà que juste l'argent. Et ça, c'est aussi quelque chose à déconstruire dans ce nouveau paradigme qu'on est en train de créer tous ensemble. La course à l'argent, elle est infinie. On n'en aura jamais assez pour se sentir en sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce retour à l'essentiel, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a eu, j'avais écouté une fois un podcast où une femme qui parlait d'argent, elle avait questionné des... Ah oui, c'est une formation que j'ai fait sur l'argent. Elle avait questionné des millionnaires et il leur demandait est-ce que tu te sens riche aujourd'hui? Et à partir de quand est-ce que tu considéreras que tu seras riche? Et à chaque fois, les millionnaires, ils disaient ah bah oui, 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 c'est vrai que j'ai pas mal d'argent, mais bon, je serai riche quand j'aurai mon propre jet. Ou je serai riche quand je pourrai avoir telle entreprise et que j'aurai plus besoin de travailler. Ou je serai riche quand je serai au CAC 40. Enfin, c'est assez drôle de voir que même des millionnaires se considèrent pas riches. Donc c'est pour dire à quel point l'argent, en fait, c'est tellement fictif et c'est tellement subjectif qu'on peut pas baser notre richesse juste sur ces chiffres-là, sur les chiffres qui sont sur notre compte en banque. Donc c'est important de revenir à l'essentiel, de se dire, mais en fait, je suis riche de quoi aujourd'hui? Et de voir toutes ces abondances autour de nous, de voir l'abondance dans nos relations, euh, dans tout ce qui nous entoure, en fait, dans la qualité de nos relations, dans là où on vit, les cadeaux, tout ce que j'ai cité avant, ça va bien au-delà que juste un compte en banque. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait des prêts et je suis pas du tout dans la richesse financière, mais je m'estime d'une immense richesse extérieure et j'ai l'impression de baigner constamment dans l'abondance parce que tout est fluide et la vie met en place des choses extraordinaires sur mon chemin. Et quand on change sa vision des choses là-dessus, il y a quelque chose qui lâche, vraiment, c'est très très beau. Et puis c'est important aussi sur cette notion d'abondance de passer du je au nous. C'est-à-dire pour que l'argent il se mette au service de nos projets collectifs et conscients. Moi par exemple, je sais que j'ai très envie voilà, de vendre mes formations, que tout ça, ça fonctionne et que qu'il y ait de l'argent dans la société, mais c'est pas pour moi en fait, c'est parce que j'ai envie que ça bénéficie à mes équipes, de pouvoir leur verser un argent confortable pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, qu'elles puissent avoir voilà, une maison ou j'en sais rien.
Que ça puisse aussi bénéficier à mon chéri, parce que lui, il est en train de démarrer ses activités. Enfin, que cet argent, il vienne se mettre au service de beaucoup plus grand que moi, et pas juste moi et mon petit bien-être personnel. Que ça aille bien au-delà, et ça, on en parlera dans la vision et dans le processus de manifestation, le 5e jour. L'avant-dernier point, c'est quitter l'assistanat pour un retour à l'activité. Bon, ça m'a bien inspiré aussi. Mm. En fait, le capitalisme, la société d'aujourd'hui, elle nous a offert plein de solutions pour nous simplifier la vie. Donc, des livraisons en 24 heures, merci Amazon. Des applications, genre Uber, j'ai un taxi en 2 minutes, je m'intègre dans tout ça, surtout quand je vivais à Paris. Internet, c'est-à-dire que bah, je cherche une info et hop, en 2 secondes je l'ai. Les réseaux sociaux, tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans sa vie, je vais sur Facebook ou Instagram et hop, je vois ce qui se passe. Et les médias, j'ai envie de voir ce qui se passe dans le monde, j'allume la télé. Donc en fait, tout ça, ça a développé une espèce d'instantanéité qui fait qu'on veut tout de suite et on a tout à portée de clic en 2 secondes. À portée de clic ou à portée de télécommande, ça dépend. Euh, mais du coup, ces propositions, elles nous ont aussi rendus esclaves, voire assistés. Si bien qu'en fait, on en a oublié notre propre créativité. Avant, l'homme, il faisait face à un problème. Bon, bah, il mettait en action ses capacités de réflexion. Il utilisait sa créativité pour développer des solutions. Par exemple, il devait se rendre d'un point A à un point B. Il n'avait pas Google Maps. Bon, bah, il allait en amont faire un itinéraire, ou alors il allait s'adresser aux gens dans la rue. Et puis il allait tisser du lien. Et puis ensuite, ils allaient imaginer mettre en place une navette entre eux pour pouvoir s'aider. En fait, ça mettait en place plein de choses qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Parce qu'on a cette espèce d'instantanéité, d'assistanat qui fait que on n'ose plus s'ouvrir au monde, on n'ose plus se rendre compte qu'on est capable par nous-mêmes de faire des choses, on va même plus se connecter aux autres, on va plus échanger entre nous, alors qu'il y a plein de belles choses qui pourraient émerger de tout ça. Donc c'est important là de retrouver notre capacité à nous soutenir avec ce que la vie et la terre nous offrent de façon intelligente et consciente. Moi la première, hein, je sais pas, il faut que je change quelque chose dans mon système électrique à la maison. Si j'avais pas mon chéri, franchement je serais un peu dépassée. Ou même par rapport à la voiture, là je vais devoir me remettre à conduire. J'ai pas conduit pendant 12 ans parce qu'il y avait les taxis. Enfin, c'est l'incarnation même de ce que je suis en train de dire parce que j'habitais en ville et du coup, j'avais pas besoin de conduire. Et là, je me retrouve bien bête parce qu'il va falloir que je réapprenne à conduire. Mais voilà, c'est hyper important de se dire que si demain tout s'effondre, en fait, je me suis dit ça, je me dis, si demain tout s'effondre, qu'on n'a plus les applications, qu'il n'y a plus les livraisons, qu'il n'y a plus Internet, qu'il n'y a plus tout ça, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on ait les capacités de pouvoir compter sur nous ou sur les autres, à travers notre réseau, à travers le collectif, à travers les communautés qu'on est en train de créer, qu'on est en train de tisser, parce que sinon on va se retrouver bien bête. Et ça fait aussi vraiment partie de ce qui doit émerger. Euh, et du coup, le dernier point qui, qui était pour moi important aussi de conclure sur celui-là, c'est que c'est important d'ensemencer la matrice de l'intérieur. La matrice, je ne sais pas si vous avez vu Matrix, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps, au grand désespoir de mes proches. La matrice, c'est vraiment tout ça, là, toute cette énorme machinerie qu'on a créée à l'extérieur, nos systèmes politiques, nos systèmes financiers, Internet, toute cette espèce de gros brouillard là qu'on a créé à l'extérieur qui nous fait croire que ça c'est la réalité. Bon, en fait ça sert à rien de rentrer en lutte contre la matrice parce qu'on n'a pas du tout les moyens de faire face seul à ce qu'on a engendré. C'est-à-dire que c'est tellement énorme. Moi je symbolise toujours la matrice comme une énorme pieuvre. Bon, c'est aussi ça qui est dans Matrix au final. Mais c'est comme une énorme pieuvre comme ça qui a plein de bras partout, plein de branches, qui a mis en place plein de choses. Et puis sinon, on débarque avec notre petite épée ou notre petit marteau et qu'on essaie de lui taper dessus, ça va pas faire grand-chose.
Donc j'ai plus la croyance que c'est notre responsabilité de l'ensemencer de l'intérieur, de la fertiliser de l'intérieur. Au niveau symbolique, ce serait plus de venir planter des fleurs sur ces tentacules pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge. Moi, c'est un peu plus ma vision. Et donc, du coup, de venir l'ensemencer avec nos nouvelles idées, nos nouvelles façons de communiquer, nos nouveaux systèmes de fonctionnement, de l'optimisme, de l'espoir, de la joie et de la créativité. Et en tout cas, pour moi, et ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est que la conscience, elle va émerger d'espaces en paix. Elle va pas émerger de tensions, de divisions ou de conflits, parce que rappelez-vous, ça va nous ramener dans un espace de dualité. Donc, la plus belle chose qu'on puisse faire en ce moment, aujourd'hui, pour manifester cette nouvelle réalité, pour vous manifester une nouvelle vie qui est alignée avec cette paix à laquelle vous aspirez, qui est alignée avec les joies et les aspirations de votre cœur, c'est pas de rentrer en lutte avec l'extérieur. C'est de chercher à comprendre comment est-ce que vous pouvez cultiver votre jardin intérieur et comment vous pouvez venir mettre à l'intérieur de vous tout ce que vous voulez voir à l'extérieur. Et ça demande beaucoup moins d'énergie. Ça permet de développer beaucoup plus de paix, de présence. Et c'est ça qui fait que toute notre réalité se transforme. On n'est pas dans un forcing où on va se dire comment est-ce que je crée la réalité autour de moi, un espace de contrôle, un espace de contrôle, de manipulation, de séduction, où on n'arrive pas à lâcher prise. C'est simplement de se dire ok, tout ce que je veux voir se manifester à l'extérieur, comment est-ce que je l'incarne à l'intérieur? Et ça, on le verra encore les prochains soirs, et c'est aussi tout ce que j'enseigne dans la formation. Comment est-ce que cette paix que j'ai envie de voir autour de moi, cet amour, cet alignement, cette lumière, cette créativité, cette joie, cette solidarité, ce partage, tout ça, j'ai envie de le voir à l'extérieur de moi. Comment est-ce que je l'incarne à l'intérieur de moi? C'est ça les vraies questions à se poser. Voilà, donc pour ce soir, on arrive au bout du chemin. Mais j'ai envie de vous inviter à vous questionner comment tout ça, ça vous inspire, comment ça résonne à l'intérieur de vous, comment est-ce que ça vibre. Euh, et voilà, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont envie de se mettre en place, qui ont envie de se mettre en mouvement? En tout cas, c'est moi ce que j'avais envie de déposer sur cette première soirée. Et ah, super, je vois vos petits commentaires. Je suis ravie que ça vous inspire. Moi, j'ai eu beaucoup de joie à faire cette première partie qui est, à mon sens, très très importante. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager dans tous mes enseignements, dans tout ce que je crée en ce moment. Hum, voilà, donc vraiment, je vous invite ce soir à 4 pages d'écriture intuitive, génial. Posez-vous avec tout ça, vraiment ressentez comment. Moi, je vous inviterais, si vous pouvez, là, que vous n'avez pas un impératif, vu qu'on est un peu en avance, à prendre 5 minutes, vraiment 5 minutes où vous restez dans cet espace et vous sentez ce qui a envie d'émerger. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place dans votre quotidien? Euh, Parce qu'en fait, c'est quand vous êtes dans cet espace-là, là, avec moi ce soir, vous êtes dans un. C'est pas votre ego là qui est dans un espace de volonté qui est en train de m'écouter, c'est votre cœur et c'est votre être divin, c'est votre être supérieur qui est inspiré, tout ce que vous êtes en train de m'écrire et merci. C'est cet espace-là en fait qui a envie d'être inspiré, qui a envie d'avoir de l'espoir, qui a envie de se connecter à tout cet amour qu'on peut créer aujourd'hui. Et voilà, juste, moi je vous invite à vous mettre à l'écoute de ça, à voir ce qui a envie d'émerger. Et puis demain, on ira faire un petit point sur voilà, qu'est-ce qu'il y a de votre côté avec vos ombres, les croyances, etc. Et donc là, comme je vous ai dit, cette première partie,
c'est une version raccourcie du premier module qui est dans ma formation. Dans la formation, je développe justement comment concrètement on met en place tout ça, etc., etc. Mais là, vous avez déjà une bonne introduction à tout ça. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci mille fois pour votre écoute. Merci pour tous vos mots que je vois, vos cœurs et votre soutien, votre énergie. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle intégration. Et puis, on se retrouve demain si vous serez là avec moi pour la suite du voyage. Passez une belle soirée tout le monde.